Bonjour à tous, on est là pour la dernière rencontre de la première journée de Saint-Maur-à-Poche 2022 avec Christelle Duchamp et Johanna Gustafsson. Je vais rapidement les présenter, mais on va surtout discuter ensemble. Christelle, 3 romans aux éditions de l'Archipel, L'Art du meurtre, Le sang des Belasco, et puis le dernier que je vais attraper, Délivre-nous du mal. Ça commence comme une enquête policière qui parle de disparition et d'étranges décès. Tu peux peut-être en parler un petit peu avant qu'on parle de ce qui est vraiment avant ça, dans tes introductions très particulières. Oui, alors tu penses sûrement au prologue en 3 temps, on va dire. On en parlera après. Voilà. D'où le titre Valse en 3 temps. Voilà. Sinon, oui, c'est l'histoire de jeunes femmes qui disparaissent. Et donc voilà, ça va être une enquête pour rechercher ces jeunes femmes. Mais voilà, on va un petit peu après parler du 3 temps justement, puisque ce n'est pas qu'une histoire de disparition, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Et puis Johanna Gustafsson, la plus cosmopolite des auteurs français, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Marseillaise, ayant vécu à Paris puis à Londres, maintenant en Suède, dans une contrée que je ne connais pas. Tu peux nous dire quelle est la ville? Je ne sais pas. Oui. Ou pas, hein. L'île s'appelle Lidingö. Voilà. Autrice d'une trilogie, même si ce n'en est pas une, mais bon, on peut le voir comme ça, Bloc 46, Meurt et Sang. Avant de sortir chez Kalman Levy, Te tenir la main pendant que tout brûle. Là aussi, il est question de faits très mystérieux au départ. Oui, en effet, on se retrouve avec une inspectrice qui a eu un enfant un peu sur le tard, pas trop prévu, quand son mari est décédé brutalement, et elle se retrouve enceinte, et elle est appelée sur une scène de crime alors qu'elle sort de son congé maternité. Et elle est appelée sur la scène de crime de son institutrice qui lui a apprise à écrire dans un tout petit village québécois. Sauf que cette institutrice qui est un petit peu je dirais le modèle de tout le village et qui a élevé des générations de Québécois, eh bien, est retrouvée à côté du cadavre de son mari lardé de coups de couteau. Et on retrouve dans la maison 7 mains montées sur socle et sous des cloches de verre. Donc on se demande ce que cette gentille institutrice a fabriqué après sa classe. Voilà. Et ça se passe au Québec. Et ça se passe au Québec, exactement. Des précédents qui se passaient plutôt dans les pays scandinaves. Exactement. Donc j'ai changé de contrée, je dirais, nordique et enneigée, et j'emmène les lecteurs au Québec. Donc avant qu'on parle de ces fameuses intros et puis de ce 3 temps, on peut aussi dire que c'est des sortes de démarrages qui semblent un peu improbables. C'est très, très mystérieux, toi aussi, dans ton roman. Oui, voilà, ce que dit Johanna, ça me parle beaucoup parce que j'aime bien les entrées en matière très mystérieuses. Il faut vraiment qu'on puisse appeler le lecteur, enfin tu vas pas me contredire, mais voilà, qu'on puisse appeler le lecteur dès les premières pages. Donc oui, là c'est aussi un démarrage très mystérieux avec Esther, plutôt la sœur d'Esther qui arrive dans son appartement parce qu'elle n'a pas de nouvelles de sa sœur. Et en fait, l'appartement est vide. Il y a juste une note sur la table qui dit « Ne me cherchez pas », signé Esther. Voilà. Et donc ces fameux 3 temps, c'est pour ça qu'on vous a réunis, 3 époques, 3 faits différents. Donc on peut commencer par toi par rapport à la particularité de ce roman qui commence par 3 introductions, ce qui est quand même particulièrement atypique. Oui, alors oui, il y a 3 prologues. En fait, tout le livre se décline en 3. Donc 3 prologues, 3 récits et 3 épilogues. Donc bien sûr, qui vont tous se relier. Mais oui, c'était une volonté que j'avais... parce que finalement, je me disais que la première partie de l'histoire, qui est finalement plus classique, qui est une histoire de disparition, donc comme on en voit beaucoup, comme on en lit beaucoup dans les polars, il fallait aller plus loin, faire quelque chose d'un peu plus impactant. Donc du coup, voilà, ce premier récit sur les disparitions, puis ce second récit sur les meurtres, et enfin un 3e récit sur une intoxication à échelle d'un village. Donc voilà, 3 récits sur 3 périodes. Donc contrairement à Johanna, moi c'est 2018, 2019, 2020. Donc c'est 3 périodes qui se suivent, avec 3 intrigues différentes, mais qui bien sûr vont se relier entre elles. Johanna, oui, la période est beaucoup plus large sur ces 3 périodes, parce qu'on est aussi sur une temporalité en 3 temps.
Oui, c'est plus comme le disait Christelle, espacé dans le temps, mais on se retrouve pour remonter donc le plus en 1899 dans le Paris de la Belle Époque, où on est avec une jeune aristocrate québécoise qui a été forcée de marier un aristocrate français, et son hôtel particulier a brûlé. Et on ne retrouve pas le corps de ces deux jeunes filles, enfin de ces deux filles. Donc elle part vers des voies assez obscures pour faire entendre sa voix et pour se débarrasser de son carcan de femme, puisqu'à cette époque-là, on n'entendait pas les femmes. Et elle va aller vers le spiritisme et vers d'autres, je dirais, chemins beaucoup plus périlleux pour ça. Et ensuite, on est en 1949 avec une jeune Québécoise qui est harcelée à l'école parce que son papa était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est décédé. Enfin, ça, c'est ce qu'elle croit, mais elle ne sait pas vraiment. Et donc, comme elle est harcelée à l'école, sa maman lui dit viens me rejoindre après l'école. Viens me voir et passer ces temps-là, au lieu de te faire harceler donc dans la sorte de maison de repos où la maman, qui est infirmière, travaille. Sauf que cette jeune Lina va faire la rencontre d'une grand-mère qui va changer le cours de sa vie, et pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Et ensuite, on est en 2002, et ça, c'était l'ouverture dont je parlais tout à l'heure. On est avec une inspectrice qui arrive sur la scène de crime où sa chère institutrice, donc 40 ans plus tôt, a assassiné, ou pas, puisqu'elle ne parle pas, donc elle est plongée dans un mutisme. Voilà, donc assassiné ou pas, son mari, qui était un grand écrivain spécialisé dans la culture québécoise. Voilà. Donc en tant que lecteur, si vous imaginez trouver le lien entre les trois périodes ou les trois prologues, vous pouvez toujours courir. Vous ne trouverez pas. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt. Vous l'avez imaginé comment c'était vu comme un challenge ou pour fuir la linéarité d'un roman entre guillemets standard? C'est vrai que c'est pas évident quand on a trois récits, alors que ce soit séparés dans la temporalité ou même qui se suivent sur 3 ans, parce qu'il faut pas faire d'erreur dans la chronologie, dans la timeline. Donc oui, c'est vrai que c'est pas évident. Après, moi, je l'ai vraiment construit comme une seule et même enquête, même si le lecteur le sait pas vraiment. Moi, je le savais en tout cas. Donc voilà, je savais où j'allais. Et je sais pas toi comment tu fonctionnes, Johanna, mais moi, j'ai toujours en fait pour écrire mes romans, j'ai toujours un début et une fin. Parfois, ça tient en 4 lignes. C'est-à-dire, je vais me dire tiens, je vais écrire sur tel personnage qui va faire ça et qui va finir à tel endroit. Donc c'est très bref. Ça tient vraiment sur quelques lignes, mais moi vraiment c'est mon squelette après pour construire mon récit. Donc en fait voilà, je sais vraiment d'où je pars et où je vais. Donc après j'ai plus qu'à broder autour, et puis bon quand même à faire un plan pour un petit peu savoir ce qui va se passer. Mais du coup c'est entre guillemets facile à gérer parce que je sais où je vais. Moi, je travaille un peu différemment parce que je construis vraiment 3 histoires. Donc, je sais comment ces histoires vont s'entremêler et c'est là tout l'intérêt. C'est ce que je révèle vraiment à la fin, c'est-à-dire qu'on comprend comment ces 3 femmes sont liées et pourquoi et quel est l'intérêt de leur lien, quels sont les enjeux. Mais moi, je construis vraiment 3 récits différents puisqu'on est à des époques différentes. Donc, il y a quand je recherche sur la Belle Époque, ça va me prendre des mois pour savoir comment ils s'habillaient, ce qu'ils mangeaient, comment les femmes parlaient, quels restaurants étaient ouverts à Paris et quels gens fréquentaient l'aristocratie, par exemple. Donc, je travaille vraiment sur 3 récits séparément et après je les tresse en fait vraiment, c'est-à-dire que moi je travaille avec un squelette très précis, c'est-à-dire que j'ai un déroulé avec des chapitres, des scènes, j'appelle ça des scènes, et j'en ai un pour chacune de mes parties de mon livre. Et lorsqu'il s'agit donc je les écris chacun séparément. Et après, en fait, ce que je fais, c'est que je les mélange. Donc, j'imprime mon squelette, je découpe mes petits morceaux. Et après, je me mets par terre, j'étale ça dans mon bureau et je mêle ça, sachant que chaque indice dans un chapitre va rappeler un indice dans un chapitre d'après. Donc, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a toujours ce moment où j'ai partout par terre à l'ancienne, vraiment, les morceaux du squelette bleu, le squelette rouge, le squelette vert, scotchés par terre, et que j'alterne de manière à ce que ce soit... je dirais que ça garde le lecteur en haleine. Voilà.
Qui utilisent leurs murs, donc tu fais attention à tes murs, toi. C'est bien. Je fais au sol. Fais attention à la tapisserie. Alors, j'insiste, du coup, mais comme c'est quand même pas facile à gérer, est-ce que c'est aussi des challenges que vous vous lancez de gérer ces multi-temps où ça se fait comme ça parce que l'histoire qui vous vient est venue comme ça? Ouais, c'est un petit peu un mélange des deux. C'est-à-dire que oui, en effet, l'histoire vient comme ça, mais c'est aussi un challenge. Enfin, tu vas le dire, mais moi j'aime bien. C'est peut-être un petit peu maso, mais j'aime bien me mettre en difficulté. Donc j'aime bien, et puis surtout en termes de construction, on parle de la construction à 3 temps, mais j'aime bien travailler sur des constructions différentes pour chaque roman. Alors ça, c'est peut-être ma déformation professionnelle, parce qu'à la base, je suis graphiste, donc forcément, la structure et la composition d'une publicité a son importance. Et pour le coup, dans mes romans aussi, la structure et la composition ont leur importance. Donc c'est vrai que j'aime bien m'amuser avec ça. Pour moi, le fond et la forme sont aussi importants. Ouais. Donc oui, c'est et un challenge et aussi un plaisir. Moi, je crois que j'ai jamais réfléchi en fait à... C'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs dans Bloc 46, mon premier. Tu m'avais dit, dis donc, t'as osé... Enfin, je dis, mais en fait, j'ai pas réfléchi. Je crois que si j'avais réfléchi, j'aurais pas osé parler de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que là, c'est pareil. En fait, j'ai un désir de parler. Là, ça a commencé avec la Belle Époque, et puis le spiritisme, et puis les sociétés secrètes. Et ça commence comme ça. Et puis après, ce personnage en appelle un autre. Et du coup, pour des raisons un peu pratiques, elle doit être née en 1900. Ça doit se passer en 1949. Donc, je vais raconter ça. Et puis après, il me faut l'enquête de nos jours. Donc, en fait, je dirais que c'est par nécessité. Et puis après, moi, je sais pas comment dire, je fonce. Voilà, il y a un truc et puis c'est bon, j'y vais. Voilà, je réfléchis pas, c'est bulldozer. Et après, il y a le plaisir d'être avec ces personnages, quoi. Donc, je crois que je réfléchis pas à la difficulté et ouais. Et puis 3 temps, ça permet sans doute une autre profondeur aussi au récit. Ça permet une autre profondeur au récit. Oui, parce que ça permet différents points de vue, ça permet de traiter différents endroits. Oui, ça permet de la profondeur sur les personnages, sur le message de l'intrigue aussi, parce qu'on peut. Enfin voilà, je vois aussi dans ton roman, voilà, il y a beaucoup de messages qui sont passés, et je pense que ce sont des messages qui passent sans trop écraser le lecteur. Voilà. Parce comme on est sur plusieurs temporalités, plusieurs intrigues, voilà. Donc ça permet de traiter plein de messages et ça donne de la profondeur au récit, ouais. Non, oui, complètement, de la profondeur. Et puis ça permet en fait d'approfondir sur certains thèmes sans vraiment, comme tu disais, écraser le lecteur. C'est-à-dire, moi, j'avais très envie de parler du carcan féminin au 19e siècle, mais de montrer qu'en fait, en 1949 et même en 2002, il existait quand même. Et en fait, il y a des choses qui peuvent être suggérées sans écraser ou donner des leçons. Voilà, exactement, donner des leçons au lecteur. Donc, c'est ce qui permet... Je trouve que c'est un relief. Et puis moi, j'adore, quand je lis des livres, c'est apprendre quelque chose. Que ce soit en histoire, en sociologie, en une citation, quelque chose qui va me faire réfléchir. Et je pense qu'avec ce système-là, pour moi, c'est plus facile. Ce qui ne veut pas dire que linéaire, ça ne marche pas non plus. Hein. Voilà, d'ailleurs, mon dernier, celui qui va sortir, est plus linéaire en janvier. Là, mais je dirais que ça s'y prête plus. Ça me permet de rebondir parce qu'au-delà du divertissement, c'est un polar, c'est un roman noir, mais ça met aussi en avant un certain nombre de faits et de causes de société, tous les deux. On ne peut pas dire obligatoirement lesquels, mais c'est quand même, il y a cette profondeur-là aussi de parler de thématiques fortes. Oui, de parler de thématiques fortes. Et j'en parlais sur les réseaux sociaux quand j'ai appris que je faisais de la table ronde avec Johanna, parce que j'étais contente parce qu'il y a beaucoup de points communs dans nos récits. Et il y a la valse à 3 temps, donc la structure, mais il y a aussi des thématiques. Donc tu parles des femmes, donc là aussi c'est une thématique forte. Il y a aussi la thématique du feu, sous différents aspects. Donc c'est un très bon choix du coup d'être avec Johanna. Non, moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est je pense que le polar, alors je parle du polar parce que c'est ce dont on pratique et ce qu'on écrit, mais permet de parler de faits de société et puis aussi de faire passer des messages à notre petit niveau.
Moi, je me rends beaucoup compte, je suis une maman de 3 garçons, et je me suis beaucoup rendu compte, en devenant maman et en me frottant à la maternité, qu'il y avait beaucoup de choses qu'entre femmes, on ne se disait pas. Beaucoup de choses qu'on ne permettait pas aux femmes qui ne voulaient pas être maman ou celles qui étaient mamans différemment. Enfin, on ne permettait pas aux autres femmes d'être femmes différemment. Et ça, c'est quelque chose qui était pour moi très très important de faire passer dans mes livres, je dirais à mon petit niveau, à ma manière, mais de dire arrêtons de nous écraser, créons des ponts, tendons des mains au lieu de nous juger sans arrêt. Parce que la sororité, elle a besoin d'exister et pour l'instant, on a du mal à la créer parce qu'on se juge trop et on s'écrase plutôt que de céder. Donc voilà. Et tu parlais de l'aspect recherche aussi, parce que ça aussi, c'est des points très importants dans vos romans. C'est que ce fond vous demande quand même de travailler ce que vous allez raconter. Oui, alors c'est le travailler sur plusieurs points. C'est sur donc, le point de l'intrigue. Alors moi, j'ai notamment un passage avec une intoxication qui se base sur des faits réels en 1950. Donc là où je vais vraiment aller chercher sur ce fait-là en particulier. Et puis aussi sur le contenu, on va dire, plus juridique. C'est-à-dire comment se passe une enquête, qu'est-ce qu'on fait sur une enquête, qu'est-ce qu'on ne fait pas aussi, surtout d'ailleurs parfois. Voilà. Parce que oui, je le disais encore il n'y a pas très longtemps, mais les lecteurs aujourd'hui, comme ils sont confrontés à beaucoup de polars, à beaucoup de films, à beaucoup de séries, ils ont l'habitude quand même même s'ils ne sont pas professionnels du milieu judiciaire, ils ont quand même l'habitude d'y être confrontés. Donc il ne faut pas leur raconter n'importe quoi. Donc ça aussi, c'est important de faire des recherches là-dessus. Moi, je travaille avec un technicien de scène de crime et avec un commandant de brigade criminelle qui m'aide, du coup, qui me relise pour pointer éventuellement les incohérences, les erreurs. Donc oui, voilà, c'est la recherche à tous ces niveaux-là, ouais. Moi, la recherche, elle est beaucoup historique, en fait. Parce que, l'enquête est importante, mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps en recherche historique, et ça a été le cas pour mes 4 romans précédents, celui-là inclus. Et je suis une très mauvaise élève très mauvaise élève. Disons que je suis plutôt très geek. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je commence à lire un livre sur la Belle Époque. Puis après, en note de bas de page, j'ai mentionné un autre livre. Donc j'achète l'autre livre et après j'achète l'autre livre. Et au lieu de passer 2 mois à faire des recherches, après je me retrouve à y passer 4 mois, 6 mois. Et après j'ai mon éditrice qui me dit il arrive quand ton roman? Je fais j'ai pas commencé. Tu fais le papillon, ouais, je suis comme toi, ouais. Et c'est terrible. Et parce que pour moi, la recherche est très très jouissif et j'adore l'histoire. Donc après, je me nourris de tout un tas de choses qui n'ont finalement aucun intérêt pour le roman, mais qui peut-être transpirent finalement, peut-être transpirent dans la chair du... Mais voilà, les recherches sur l'histoire, moi, ça me... J'adore. Puis t'as peut-être le syndrome, moi je sais que j'ai ça un peu bon élève, c'est-à-dire que t'as tellement peur de louper une info ou de dire une bêtise historique que du coup, mais si un renvoi là, faut que je le regarde parce que je vais peut-être louper quelque chose. Tout est vérifié. Et puis surtout, quand je traite une période de l'histoire comme ça, je me dis, le pire, ça avait été pour Bloc 46 avec les camps de concentration. Je me suis dit, je ne peux pas faire... il y a ce devoir de mémoire, je ne peux pas me planter. Ce n'est pas possible. Donc, ouais. Un autre lien entre vos univers, c'est la façon de jouer sur les apparences. Dans les 2 romans, c'est d'une autre manière, mais on peut vraiment faire ce lien aussi. Alors oui, je ne suis pas arrivée jusqu'au bout, mais je me doute que il va y avoir des apparences très trompeuses. Oui, les apparences, c'est un terreau hyper fertile, surtout quand on est auteur de polar, parce que c'est égal manipuler le lecteur. C'est-à-dire qu'on lui fait croire plein de choses qui, en fait, sont fausses. Donc oui, les apparences... moi, depuis le début, depuis que j'écris, je travaille là-dessus. C'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi simples qu'on le croit, ne sont pas aussi clichés qu'on le croit. Je cite souvent cette phrase publicitaire qu'il y avait sur la série Desperate Housewives. La phrase disait derrière les portes closes. Et je trouvais cette accroche géniale parce que c'est vraiment ça. C'est on a le voisin, la famille, les voisins parfaits avec des enfants magnifiques, le labrador, etc. Puis en fait, on pousse la porte et c'est pas si parfait que ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime développer et que j'essaye de développer dans tous mes romans. Ouais. C'est qu'est-ce qui se cache derrière les portes, en fait. Non, c'est exactement ça. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le double langage, c'est-à-dire permettre la double lecture. C'est-à-dire que vous allez lire quelque chose et on y colle nos préjugés, on y colle
on y colle tout, notre éducation, tout ça, et au bout d'un moment, on se rend compte, quand on arrive à la fin du livre, mais attends, non, elle s'est trompée en fait, et on revient, on dit, ah mais non, en fait j'ai lu par exemple que c'était un homme, mais elle me parlait d'une femme depuis le début, et j'y ai collé. Donc voilà, en fait nous renvoyer à ce qu'on... à nos préjugés, à ce dans quoi on enferme chaque chose. Je trouve que c'est très intéressant. Et aussi quelque chose de pas trop cartésien. Et je pense que tu as ça aussi. C'est-à-dire que les méchants sont pas que méchants et les gentils sont pas que gentils. Parce qu'on n'est pas tous que gentils, pas tous que méchants. On a nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et ça, dans le polar, c'est très intéressant à traiter. Parce que justement, on peut toujours être sur cette brèche où ce type, il est sympa. Ah mais ouais, mais il a tué. Ah ouais, mince. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement dans ce domaine-là, c'est expliquer aussi, sans vouloir justifier, mais revenir aux origines du mal avec la psychogénéalogie et se dire, mais en fait, il y a une origine à tout. Et il y en a qui vont partir ou dans la répétition ou dans la transgression et d'autres qui vont partir dans la résilience. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant parce qu'on n'est pas tous égaux face à un traumatisme. Et on peut arriver à se relever. Il y en a d'autres qui resteront à genoux et c'est pas forcément leur faute et ça s'explique. Et ce que tu dis d'ailleurs, c'est un peu la quête des auteurs et peut-être des auteurs du milieu du noir. C'est que justement, on essaye de comprendre. Il y a une empathie très forte déjà. Et en observant les gens et en observant leurs actes, parfois on se dit mais pourquoi ils sont arrivés là? C'est pas juste lui il a tué, c'est un abruti, point barre. Alors oui, c'est sûr que c'est très grave, mais peut-être un besoin de comprendre et d'expliquer. Et je pense que par la fiction, par le récit narratif, on essaye d'apporter ces explications-là. Alors on n'a pas la prétention d'y parvenir, mais on essaye. Merci beaucoup, on est déjà arrivé à la fin de ce passionnant rendez-vous. Merci à toutes les deux. Merci, Yvan. Merci à vous Christelle. tous.